Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous allons parler de l'Elimination Chamber 2024 qui a eu lieu hier en Australie. Un show, encore une fois, toujours attendu, un peu par vue toujours attendu, on est en route pour WrestleMania. Seulement 4 matchs comme d'habitude, Air Triple H, 4 matchs efficaces, on n'est pas là pour perdre trop de temps un petit du catch, on va mater un show court, condensé et blockbusteresque du début jusqu'à la fin. Et je vous dis tout de suite mon avis général quant au show. Le show était divertissant encore une fois, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde devant ce Chamber 2024, mais certains matchs ont mis en valeur les lacunes flagrantes qu'il peut y avoir à l'heure actuelle à la fédération. Et on va y revenir en détail. On va parler du show match par match. Tous les détails comme sont en description si vous voulez avoir mon avis sur tel ou tel match. Allez dans la description, tout ça. Et on va commencer par l'Elimination Chamber féminin. Alors, déjà d'une part, comme je disais dans ma vidéo, enfin c'est pas une vidéo pronostic, mais j'ai un peu parlé de ce que je pensais de la carte de Chamber de cette année. Mon premier truc que j'ai vécu tout de suite, évidemment, c'est que comme pour le Royal Rumble, le fait qu'il y ait un Elimination Chamber féminin et un Chamber masculin tue le Chamber. Et encore une fois, ce n'est pas la faute des femmes ni des hommes, c'est le fait qu'on donne 2 fois à manger du dessert. On donne 2 fois à manger une tarte qui devrait être unique, la petite saveur de fin de show, on la donne à l'entrée et à la fin. Et du coup, ça va amoindrir un peu l'impact du Chamber et l'unicité du Chamber. On le voit trop de fois. Il ne devrait pas avoir 2 matchs à stipulation aussi importantes dans le même show. C'est beaucoup trop. Le problème pour être réglé, il faudrait que les Chambers soient séparés en termes de date. Ou je ne sais pas, ou que les femmes aient un autre type de match, ou que les hommes aient un autre type de match que les femmes n'auront pas, et inversement. Bref, il y a beaucoup moyen de régler ce problème. Mais là, comme pour le Rumble, avoir 2 chambers, c'est beaucoup trop. Donc, le chamber qui passe après va en souffrir. C'est mon avis, j'en suis persuadé. Le chamber féminin. Avant qu'on parle du match, on va directement analyser la carte. Et j'aurais pu faire ce travail avant, j'aurais pu me poser la question, je ne l'ai pas fait. Mais quelque chose qui est flagrant quand on voit les 6 compétitrices dans le ring pour le chamber féminin. On a Becky Lynch, Naomi, Bianca Belair, Raquel Rodriguez, Liv Morgan et Stephanie Stratton. Il y a combien de heals dans ce match ? Il y en a une. Il y a une heal dans ce match. Et elle vient tout juste d'arriver dans le main roster. Elle n'est pas encore établie, elle n'est pas encore over. Aux yeux de la foule en général. Elle vient d'arriver, elle est débutante dans le main roster. Et vous la mettez dans une position où ça va être la seule heal du match, qui va devoir être la seule à travailler de la hits pendant le match. C'est la seule qui va devoir le faire. Donc, 2 scénarios possibles. Soit on s'emmerde comme pas possible devant ce match, parce qu'on n'a pas vraiment d'enjeu, c'est une lutte sportive, on se croirait à la AEW. J'exagère quand je dis on s'emmerde comme pas possible devant ce match, mais il n'y aurait pas d'enjeu dramatique. Il n'y aurait pas de personne à huer, il n'y aurait pas de personne à se soulever pour être derrière elle. Vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, Stephanie Stratton, qui est la seule heal du match, va terminer over. Puisque c'est la seule qui va faire quelque chose de différent des 5 autres lutteuses et va être over. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est le meilleur scénario possible qui s'est passé. Ce scénario possible a permis à Tiffany d'être over. La foule était comme une dingue derrière Tiffany Stratton. Et je dois admettre quelque chose, moi aussi, c'est la lutteuse que j'ai préférée pendant ce match. Tout simplement parce que c'était différent. Elle faisait des choses différentes des 5 autres lutteuses dans le ring parce que c'était encore une fois la seule heal du match. Le problème étant que vu qu'elle n'est pas vraiment over, elle ne pouvait pas être hyper dominante, mais elle a montré un florilège de sa palette et c'était hyper sympa. Mais du coup on est dans ce cadre un peu chelou, on se croirait encore une fois à la AEW où le heal est la personne la plus over du show et le babyface se fait huer. On avait une nouvelle fois un petit peu ce cas de figure, donc voilà, rien de dramatique, mais c'est quand même un petit peu dommage. Donc, on va parler un peu de ce qui s'est passé. Au tout départ, c'est Becky Lynch et Naomi qui vont commencer le match. Une bonne manière de commencer le match, on a la workhorse de la compagnie Becky Lynch et Naomi qui vient tout juste de revenir. Mais le début, je vais l'admettre, est quand même très sloppy. Le début est très sloppy. Je trouve qu'il y a un défaut d'alchimie entre Lynch et Naomi. Je sais pas pourquoi il y a ce défaut d'alchimie, mais l'alchimie n'était pas présente. Les prises font un peu sloppy. Becky Lynch n'a pas beaucoup d'impact dans ses offenses. Elle vend bien, elle vend toujours bien, mais ça manque d'impact, ça manque de brutalité. Naomi fait des bonnes petites choses, mais encore une fois, dès qu'on est en corps à corps et qu'il y a du répondant, il y a une sorte d'aspect un petit brouillon. C'était pas un très bon début de match, je dois bien l'admettre.
Mais là, Tiffany Stratton va arriver et du coup le match va commencer à devenir intéressant. La foule qui voit que c'est un peu brouillon ce qui se passe sous ses yeux va encourager Tiffany qui fait un très très bon catch. Je dois le dire, Tiffany a fait du très très bon catch et la foule va se ranger intégralement derrière elle. Suite à ça, va rentrer Liv Morgan, qui encore une fois a établi son personnage dans les promos précédentes à Raw. Donc encore une fois, elle a une raison de se battre et elle aussi, je dois l'admettre, a fait du bon taf, elle a fait de bonnes offenses. Elle a pas arrêté de faire des code breakers. Code breaker, vas-y, code breaker par là. Il y a eu une multitude de code breakers. C'était intéressant à ce niveau-là. Mais ce qui devait arriver arriva. Excusez-moi, on n'y est pas encore. Première éliminée. Naomi qui va être éliminée par Tiffany Stratton. Encore une fois, c'est Tiffany qui prend le premier pin. Et encore une fois, c'est une très bonne chose pour elle. Et la foule est complètement rangée derrière elle. Elle acclame Tiffany à chaque fois. À un moment, il y a même Tiffany qui était sur le point de faire un tombé sur Naomi, Lynch et Morgan en même temps. Et évidemment, ça va échouer. Et la foule va commencer à chanter bullshit, bullshit, bullshit. La foule était intégralement derrière Tiffany Stratton. Et bref, du coup, voilà. Ce qui devait arriver arriva. Stratton va se faire éliminer par Liv Morgan. Et la foule va huer et va dire bullshit, bullshit, bullshit encore une fois quand Tiffany Stratton va se faire éliminer. Suite à ça, on va avoir Raquel Rodriguez qui va faire son entrée. Et vous vous rappelez ce que j'avais dit? Je vous avais dit que Raquel Rodriguez, il y a juste à changer un peu son attitude, lui mettre un visage de bully, un peu énervé, agacé, les sourcils froncés, et ça devient une énorme heal. Parce que en l'état, elle catchait comme une heal, elle catchait comme une heal. Elle est grande, elle est plus forte, elle bully les adversaires, elle les remet au tapis, elle utilise sa force pour faire ça. Son catch en tant que heal fonctionnerait super bien, mais son visage, c'est des sourires, c'est des machins, c'est des c'est dommage, tout est là. Et je pensais sincèrement que ce match, qui n'avait qu'une seule heal, qui était une débutante dans le main roster, et ils allaient profiter pour faire en sorte que Raquel Rodriguez appuie un peu plus ce côté heal. Pourquoi pas qu'elle malmène Liv Morgan pour lui donner un programme WrestleMania? Allons-y, pourquoi pas, j'en sais rien. Qu'on lui donne un petit peu de quelque chose et commencer à faire la transition de Raquel Rodriguez en tant que heal. Ça aurait pu être super, mais malheureusement ce n'est pas arrivé. Puis Bianca Belair va arriver enfin, le deuxième gros nom du show du match après Becky Lynch. On a donc toutes les femmes dans le ring et Rodriguez va se faire éliminer par Bianca Belair, elle va être plus forte qu'elle. Et puis là on arrive au trio final. C'était le trio final qu'il devait avoir, évidemment les deux plus gros noms ainsi que Liv Morgan qui a une raison de se battre contre Rhea Ripley. C'est exactement ce que j'allais penser. Et je dois bien mettre que même si jusque-là j'ai pas trouvé le match incroyable parce que manque de hit, manque de hype, un début un peu brouillon, la toute fin avec le trio final est très très bonne. La toute fin avec le trio final, les trois femmes vont trouver l'alchimie qui manquait au début de Chamber et ça va me régaler, ça va vraiment être excellent. Même s'il n'y a plus vraiment de heal, de personnes à soutenir, au final ça va être suffisamment rapide pour que ce problème n'altère pas le match. On n'a personne à qui huer, on n'a personne à qui vraiment encourager, mais ça ne va pas altérer le match parce que la fin restait très très courte. Et justement, après beaucoup d'offenses, une multitude d'offenses, on arrive aux deux éliminations qui vont arriver subitement en même temps. Il me semble que, oui c'est ça, Bianca Belair elle est partie son KOD sur Becky Lynch. Becky Lynch va réussir à se rétablir, à se remettre sur pied, à la grande surprise de Bianca Belair. Liv Morgan va en profiter pour faire un roll-up sur Bianca Belair qui va se faire complètement avoir. Liv Morgan élimine Bianca Belair, la surprise générale. Liv se relève dans le Manhandle Slam de Becky Lynch qui la slam sur le sol pour le compte de 3. Becky Lynch devient la gagnante du Chamber et affrontera la vainqueur du main event, Elimination Chamber. Encore une fois, on avait parlé, c'est évidemment la bonne décision parce qu'il n'y avait que deux personnes qui auraient pu remporter ce match, Becky ou Bianca Belair. J'étais persuadé, vu qu'ils avaient beaucoup trop teasé Becky contre Rhea Ripley, que Bianca allait avoir la victoire pour un côté imprévisible, mais non, ils sont restés dans le plan, ils sont restés dans le côté prévisible. Encore une fois, ce n'est pas grave d'être prévisible. La fin m'a surpris, personnellement. Et au final, je pense pas que le match aurait pu être beaucoup mieux au vu du fait qu'il y avait très très peu de heal et pas beaucoup de rivalité importante. Je pense que ce match aurait pu être excellent si le personnage de Raquel Rodriguez avait eu plus d'importance et avait eu un switch dans ce match. Si le switch de personnalité, le heel turn de Raquel Rodriguez aurait eu lieu pendant ce match, je pense sincèrement que le match aurait pu être vraiment vraiment bon. Quitte à du coup à avoir un trio final avec Raquel Rodriguez à la place de Liv Morgan. Ça aurait pu être sympa. Et puis voilà, en plus oui, Raquel aurait pu éliminer Liv Morgan, on aurait un côté heel turn et on aurait eu Becky et Bianca contre une heel qu'on a envie de huer parce qu'elle aurait fait des choses pas très très cool, on va pas se mentir.
Bref, je pense que ça aurait été mieux, mais au final, c'était quand même pas mal. C'était pas mal. Elles ont fait au mieux par rapport à la structure du match. Elles ont fait de bonnes offenses. Elles ont bien sauvé le match à la fin, on va dire ça. La fin du match était vraiment, vraiment très, très bien. Euh, donc, bref, un bon opener. Suite à ça, nous avons eu le match par équipe, le Judgment Day, Finn Balor et Damien Priest face au New Catch Republic, je savais pas que c'était leur nom ça, Pete Dunne et Tyler Bate. Et j'attendais pas vraiment ce match, puisqu'encore une fois, Pete Dunne et Tyler Bate viennent tout juste d'arriver. Et avant qu'on rentre dans le détail, justement, ce match soulève l'autre problème actuellement flagrant à la WWE, il y a un manque colossal d'équipe. Il y a un manque colossal d'équipe over. Parce que quand on regarde dans l'état, qu'est-ce que New Catch Republic, qui viennent tout juste d'arriver, qu'est-ce qu'ils foutent dans un match de pay-per-view face au champion Judgment Day? En même temps, il n'y a pas vraiment le choix, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres équipes qui n'ont pas affronté Judgment Day qui sont face. Donc on met New Catch Republic. Et encore une fois, la performance sont bonnes. Je suis pas hyper fan de Pete Dunne, je trouve qu'il fait trop de trucs en mode j'écarte les doigts, c'est un peu le seul qui fait ça, mais je trouve que ça fait un peu forcé, un peu gros. Par contre, gros fan du catch de Tyler Bate, gros fan du catch de Tyler Bate, il catch extrêmement bien, et en équipe ça fonctionne très bien. J'ai hâte de voir ce qu'il donne en termes de personnage, en tant que promo. Il y a quelque chose à faire avec lui en solo, mais encore une fois, pour l'instant c'est pas le but, on manque d'équipe face, du coup il faut continuer à builder cette équipe qui a potentiellement du potentiel, mais évidemment le Judgment Day l'emporte parce qu'il faut qu'ils parlent leur titre face à une équipe un peu plus over, quand même, on va pas se mentir. Match de catch tout à fait classique, mais encore une fois, manque d'une équipe face forte. Si les face avaient été très forts, si en face, imaginez, on a vu FTR par exemple, on a un banger. Si l'équipe face en face du Judgment Day est over, on a un banger. Le fait que l'équipe face ne soit pas connue, que les gens s'en foutent un petit peu, on n'a aucune raison de les encourager, ça fait que le match est athlétiquement sympathique, mais on n'a aucune raison vraiment de s'investir dedans. Encore une fois, c'est toujours le problème. Il faut créer des stars. C'est en créant des stars, en créant des équipes stars, qu'on va pouvoir proposer des programmes et des matchs hyper intéressants. Là, en l'état, bonne performance, mais Osef Staline. Et vient le match que j'attendais le plus, le match que beaucoup de gens attendaient le plus, l'Elimination Chamber masculin. Pourquoi était plus attendu que le féminin? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus de stars à l'intérieur. Randy Orton, McIntyre, Logan Paul, LA Knight et Kevin Owens, qui n'est pas une star, mais qui est lié au programme avec Logan Paul, auquel on a envie de s'investir. Seul petit intrus, Bobby Lashley, qui personnellement j'aurais remplacé par Edge Styles. Du moins, c'est ce que j'aurais fait de base, mais en voyant le booking, j'ai compris pourquoi ils avaient fait ça, et en fait, c'est extrêmement intéressant et extrêmement logique, et on va voir pourquoi. Ce match masculin, pour le coup, était bon. Encore une fois, petit problème parce qu'il était quand même vraiment prévisible. On savait tous en regardant les 6 lutteurs que le seul qui avait une chance d'affronter Seth Rollins c'était Drew McIntyre, parce que l'histoire s'écrit toute seule et que c'est la seule histoire qui est véritablement intéressante. Quand on voit les 6 catcheurs, Rollins contre McIntyre, c'est l'histoire la plus intéressante qu'on puisse faire avec ces 6 lutteurs. Mais ce match va illustrer pour le coup pourquoi le résultat n'est pas le plus important, mais que c'est bel et bien la manière d'arriver au résultat attendu qui l'est. Parce que le chemin qui était parcouru pour arriver à ce résultat prévisible était imprévisible. Alors allons-y, parlons de ce match. On a eu Drew McIntyre et LA Knight qui ont commencé le match. C'est malin, puisqu'ils ont un match à SmackDown juste avant, hier, et que le match est fini en draw. Il n'y a pas eu vraiment de résultat parce que tous les membres du Chamber sont un peu agressés. C'était un final tout à fait classique, type WWE, un peu chiant, un peu facile, mais qui permet au Chamber d'avoir un début beaucoup plus intéressant. Donc McIntyre et LA Knight commencent le match. LA Knight est complètement over et va malmener Drew McIntyre. Vraiment, il va lui faire une série de yeah, tu sais, le moment où il prend sa tête et qu'il l'étale contre les pods et il l'étale partout. Et la foule va faire yeah. Et il arrête pas, c'est super. Et encore une fois, vous voyez, je vous parlais du problème qu'il manquait de heal dans le chaleur féminin. Ici, le match commence comment? Avec un face fort, LA Knight, et un heel fort, McIntyre. Les gens huent McIntyre, les gens acclament LA Knight. Ce qui permet une dynamique directement intéressante, et qui après, au fur et à mesure, le début est très très fort, on accroche dès le début, et à chaque nouvelle entrée, on va être encore plus investi. Arrive donc Kevin Owens. Kevin Owens va arriver et lui il en veut vraiment à Logan Paul. Je crois qu'il va profiter de ce début pour un peu toiser Logan Paul. Je sais plus comment ça va se passer exactement, mais c'est assez jubilatoire.
On a hâte de voir évidemment Owens et Logan Paul se foutre dessus. Suite à ça va rentrer Lashley. Lashley va rentrer dans le match et va faire preuve de grosse brutalité. Vu que Lashley n'a pas vraiment de grosses hits dans ce match, ni de rivalité forte dans ce match, il va profiter de son physique, de sa stature pour être l'attraction du match. Lashley il est là pour faire les spots. Il va faire les spots du match parce qu'il a besoin de faire les spots du match pour être intéressant. Du coup, vas-y qui va faire des spears à travers les pods, vas-y qui va malmener les gens, c'est assez divertissant à ce niveau-là. Et arrive ensuite Randy Orton. Et là, j'ai pas vu de news à ce sujet-là, mais on va en parler. Randy Orton a eu, normalement, quand on rentre dans le match, comme pour le Rumble, quand on rentre dans un match à stipulation dans le genre, on a tendance à faire un petit peu le show. Voilà, je rentre dans le match et je fais le show. Je fais mes spots, je fais ce que les gens aiment faire. Et en général, quand on rentre dans un match, on est directement booké très très fort. Randy Orton, ça a duré très très peu de temps. Et pour cause, il est arrivé dans le match et tout de suite, il a un petit peu disparu. Il a énormément vendu et il vendait énormément son dos. Et il le vendait si bien qu'on peut se poser la question de est-ce que c'était un work ou est-ce que vraiment il était blessé Orton. Parce que pendant le match, j'ai cru le fait que son spot de début soit aussi petit, aussi minime et qu'il était là à vendre le dos et qu'il ratait même quelques prises. Il ratait quelques prises en vendant son dos. Je pense sincèrement que ce n'était pas un work. Je pense sincèrement que Randy avait un petit peu de problèmes de dos. Pas aussi horrible pour l'empêcher de continuer le match, mais ils ont dû travailler avec la blessure de Randy Orton au dos pour montrer la suite. Et encore une fois, le problème, c'est que si on peut toujours se poser la question, c'est que le fait qu'il soit blessé dans le match, ça a permis au booking de McIntyre de briller encore plus. On va en reparler plus tard. Mais sa blessure a permis au match d'avoir une autre saveur, et une saveur hyper unique. Et qui a rendu ce match encore meilleur selon moi, le fait que Orton soit blessé. Ça a rendu le match encore plus unique. Donc, je ne sais toujours pas si sa blessure était un work ou non. Si c'était un work, chapeau Orton, parce que incroyable à quel point il vendait extrêmement bien sa blessure, on y croyait comme du feu de Dieu. Si c'est un shoot, bravo à la compagnie et bravo à tous les lutteurs dans le ring pour avoir bien géré la situation et pour avoir pu rendre ce match encore plus intéressant. Bref, Orton est blessé, Orton ne va pas vraiment briller pendant ce match au début, et rentre enfin Logan Paul. Et Logan Paul va être, encore une fois, c'est comme j'y pensais, McIntyre est le heel fort, Logan Paul va être le heel poule mouillée, le heel qui va un peu fuir, qui va faire des petits coups de pute par-ci par-là. Et je vais le redire à chaque fois quand je vois un match avec Logan Paul, mais le mec est fait pour ça. Le mec est beaucoup trop fort et beaucoup trop bon, avec aussi peu d'expérience dans le business, il est beaucoup trop bon. Pas que dans le ring, il est bon en promo, il a une personnalité et il se bat extrêmement bien. Et il vend bien les coups. Et c'est un bon champion. Et il arrive à rendre des rivalités intéressantes. C'est un excellent catcheur. Logan Paul est un excellent catcheur. C'est pas genre juste un mec doué. Non, non. Là, il peut faire facilement partie des plus grands de la compagnie. Et c'est pas une blague. Ça ne me surprendrait pas si d'ici 2 ans, 3-4 ans, Logan Paul est champion du monde de la compagnie. Ça ne me surprendrait pas. Il est bon à ce point. Il va se prendre les énormes spots de Lashley, c'est qu'il va passer à travers le pod, et ce qui va faire jubiler la foule. Aussi, il faut mentionner que Logan Paul a une hit nucléaire dès qu'il y a un plan sur lui. L'Australie se soulève pour le huer, et c'est exactement ce qu'on veut de la part d'un heel. Donc encore une fois, il régale à ce niveau-là. Quand un babyface lui porte des coups, la foule jubile comme pas possible. Bref, c'est fantastique. Mais il faut bien comprendre que on n'a eu aucune élimination avant que les 6 hommes soient sur le ring. Et c'est là où les éliminations vont commencer. Et ça va être hyper intéressant. McIntyre va d'abord éliminer Bobby Lashley. Il va profiter un peu du fait que Bobby Lashley soit un peu malmené par-ci par-là pour faire un Claymore qui sort de nulle part. Et Drew McIntyre va péter la gueule de Lashley. Hop, McIntyre élimine Lashley. Une élimination pour McIntyre. Suite à ça, alors que Lashley prend beaucoup de temps à être sorti du Chamber, les portes restent ouvertes et LA Knight est en train de malmener McIntyre. C'est LA Knight qui a l'ascendant. LA Knight place même son BFT sur McIntyre, il va aller prendre la victoire. Mais alors que les portes sont ouvertes, et c'est pour ça que je comprends pourquoi AJ Styles n'était pas dans le Chamber, Styles lui-même va arriver avec une chaise et va exploser LA Knight.
parce que les deux sont en rivalité, parce que LA Knight a un petit peu intervenu dans le match de... Parce que, pardon, Edge Styles est intervenu dans le match de LA Knight qui lui a coûté sa qualification pour le Chamber. Edge Styles en veut à LA Knight, il va lui péter la gueule avec une chaise, l'agresser comme pas possible avec une violence inouïe. J'adore ce Styles-là, et clairement, on se dirige sur un match final à WrestleMania, et c'est vraiment une très très bonne rivalité. J'ai hâte de voir cette rivalité. Hâte de voir ce match, mais du coup, LA Knight est complètement out et McIntyre va une nouvelle fois profiter d'une interférence extérieure pour éliminer son adversaire. McIntyre est à 2 éliminations, dont une par intervention, et ça lui rajoute encore plus de hits et c'est fantastique. Encore une fois, la manière pour arriver à cette élimination est très très bien bookée. Suite à ça, Orton va éliminer Owens avec un RKO parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas, faut bien éliminer des gens aussi. Orton élimine Owens. Et il reste donc Logan Paul, Randy Orton et Drew McIntyre. Le trio final est super intéressant, super divertissant. Et c'est Logan Paul qui va prendre l'ascendant parce que Logan Paul a caché dans son slibard un vieux point américain. Et il va d'abord laisser Drew et Orton se foutre un peu sur la gueule. Les deux sont en rivalité, Orton et Drew McIntyre. Et Logan Paul va prendre un petit peu de recul, il va laisser un peu s'affronter. Mais Orton est complètement blessé, il vend énormément son dos. Bref, donc les deux hommes, Drew et Orton, sont à terre. Et Logan Paul, c'est là qu'il sort son point américain. Et il est prêt à faire le tomber sur les deux autres lutteurs. Mais Orton va de nulle part courir et livrer un RKO magistral sur Logan Paul. Encore une fois, je l'avais teasé. Est-ce que le RKO devait être plus épique que ça? Peut-être. Mais vu que le dos il y a un gros problème de dos, peut-être qu'ils ont changé les plans. Ça me paraissait un petit peu simple comme RKO qui sort de nulle part. Mais bon, peut-être que c'était ce qui était prévu, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui arrive, ce qui devait arriver. Orton fait RKO sur Logan Paul, la foule jubile et on reste aux deux derniers. Les deux derniers qui étaient évidents, McIntyre et Orton. Et c'est là où je pense qu'on va se poser la question de est-ce que le dos de Orton était un work ou un shoot? Parce que la manière dont ça a été fait, ce combat final où on a un Orton affaibli, un vieux face qui est complètement blessé, qui est par terre, qui a du mal à se relever, qui a son dos qui est un peu paralysé, qui le brûle, qui le tire, face à un Drew McIntyre qui est là, qui jubile en mode, qui joue avec sa proie. Ça rajoute beaucoup de choses. La foule n'acclame pas Orton, n'est pas là à se soulever et faire Orton, Orton, parce que la foule a peur pour Orton. La foule est contrariée, j'ai l'impression, pour Randy Orton. Et on a ce Drew McIntyre qui regarde Orton, qui est par terre, qui a du mal à se relever, qui sourit, qui jubile. Et il est extrêmement arrogant. Il est beaucoup, beaucoup trop arrogant. Et il va se manger, à la grande surprise générale, un RKO. Drew va se prendre un immense RKO de Randy Orton. Et c'est là où Logan Paul, de nulle part, dégoûté d'avoir pris un RKO de Randy Orton, va remettre son point américain et va foutre un coup de poing magistral, mettre KO et Randy Orton, rien que ça, au milieu du ring. Et Drew McIntyre, une nouvelle fois, va profiter d'une interférence extérieure pour faire le tomber sur Randy et remporter le match. Drew a 3 éliminations dans ce match, Lashley, LA Knight, Orton, et 2 d'entre elles sont à cause d'une interférence. Ça rejoint son parcours, ça rejoint son booking qui est à Raw depuis plusieurs semaines, où Drew profite de ce qui se passe à l'extérieur pour remporter ses matchs et se mettre over. C'est sa nouvelle écriture et c'est hyper divertissant. Et son personnage est incroyable, Drew McIntyre. C'est le meilleur personnage de Raw à l'heure actuelle. Et évidemment qu'il mérite la victoire parce que c'est lui qui doit affronter Seth Rollins à WrestleMania. Et c'est bien lui qui doit battre Rollins à WrestleMania parce qu'il le mérite. Parce que enfin, il est dans une dynamique qui est hyper intéressante. Et parce que enfin, il peut rendre ce titre World Heavyweight encore plus intéressant. Et qu'il a en plus une rivalité qui l'attend avec CM Punk à SummerSlam, qu'on a hâte de voir aussi. Bref, McIntyre, tout s'écrit tout seul. Rollins a eu un bon règne, encore une fois, c'est pas un excellent règne, il y a peu de rivalités si marquantes que cela. Il était plus agaçant qu'autre chose en promo. Mais il a permis au titre, voilà, de commencer, de s'élever pour une rivalité intéressante. McIntyre maintenant, c'est la personne sur qui mettre ce titre. C'est la personne sur qui mettre ce titre parce que beaucoup de rivalités peuvent être hyper intéressantes avec McIntyre en tant que champion. Et si Cody Rhodes remporte le titre de Roman Reigns, on aurait un immense champion face et un grand champion heel au sommet de la compagnie. C'est exactement ce qu'il faut. Donc encore une fois, je le redis, résultat prévisible. Mais pour arriver à ce résultat, le chemin était hyper intéressant.
LA Knight contre AJ Styles est maintenant marqué dans le marbre. Programme de WrestleMania qui nous attend, qui va être hyper bien. Le match risque d'être incroyable. Et ensuite, Logan Paul contre Randy Orton à WrestleMania aussi. Et là encore, match qui s'annonce d'être incroyable. C'est sûr qu'on aura ce match. On va avoir un booking entre Orton et Logan Paul. Il n'y aurait pas pu avoir meilleur adversaire pour Logan Paul. Encore une fois, c'est pour montrer toute la confiance que la compagnie porte sur Logan Paul. Affronter Orton à WrestleMania, c'est plus qu'un honneur. C'est un putain de privilège. Est-ce que Orton va être notre nouveau champion des États-Unis ou est-ce que Logan Paul va gagner et avoir une hit nucléaire à WrestleMania? Les deux résultats sont honnêtement possibles. J'adore le run de Logan Paul et j'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir cette rivalité. J'ai hâte de voir les programmes de SmackDown qui vont mener à cette rivalité. Il y a trop de rivalités trop bien. On a Rhodes contre Rock, le build-up va être super. On a maintenant AJ Styles contre LA Knight. On a Orton contre McIntyre. On a Rhea Ripley contre Becky Lynch. On a vraiment un florilège d'affiches qui vont être buildées qui sont hyper intéressantes. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais j'ai quand même oublié de parler du segment qui a eu à Elimination Chamber avant qu'on parle du main event. Il y a eu un segment. Il y a eu le Grayson Waller Effect avec Austin Theory en pote de Grayson Waller. Grayson Waller qui est australien, voilà, grosse pop pour Grayson Waller. Et il va inviter Seth Rollins et Cody Rhodes dans son show pour qu'ils parlent un petit peu. Ils avaient un petit peu teasé le fait que Grayson Waller se rapprochait de la Bloodline et de Roman Reigns. Donc peut-être qu'on a eu Roman Reigns en Australie, mais ce n'a pas été le cas. Juste Grayson Waller a reconnu son chef tribal, a demandé aux gens de reconnaître leur chef tribal. Voilà, des doigts levés dans le ciel, c'est que c'est sympa, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Et surtout, c'est ce qui permet en fait à Seth Rollins et à Cody Rhodes de parler. Seth Rollins va surtout dire que il se fout qu'il va gagner dans le Chamber. Ils vont affronter Seth Rollins à WrestleMania et que Seth Rollins va surtout annoncer que son genou va mieux et qu'il est bientôt prêt. Il a seulement quelques jours d'être bon, d'avoir le feu vert pour catcher de nouveau. Donc bonne nouvelle pour Seth Rollins, en espérant qu'il se blesse pas à nouveau avant WrestleMania. Il sera bel et bien apte à catcher contre Drew McIntyre. Et Cody Rhodes, lui, va me parler de ce qui passait avec le Rock, avec la Bloodline, etc. pour arriver à cette phrase finale, c'est qu'il challenge le Rock pour un match en 1 versus 1 quand il veut jusqu'à WrestleMania. Quand il veut, de ce jour-là jusqu'à WrestleMania, Cody challenge le Rock pour un match. C'est hyper alléchant, c'est hyper palpitant, on a hâte de voir ça. La question c'est quand est-ce que cela aura lieu? Est-ce que cela aura lieu en weekly? J'ai du mal à y croire. Le Rock dans un weekly, c'est quand même... on a peu de chance d'y croire. Est-ce que cela aura lieu dans la nuit 1 de WrestleMania? C'est possible aussi. C'est possible aussi que Cody catch 2 fois. Qui sait? Et je n'en sais rien. Mais Cody ouvre la voie pour affronter le Rock dans un match en 1 versus 1. Donc encore une fois, un banger, un match Blockbuster X annoncé, un gros main event annoncé dans l'avenir. On verra, j'en suis aussi hâte de voir les promos entre Cody et le Rock de nouveau. Il y a beaucoup de hits, beaucoup d'intensité dans leur rivalité, dans leur confrontation. Donc vraiment hâte de voir la suite. Et enfin, c'est le main event, Rhea Ripley contre Nia Jax. Bah, Nia Jax, tu peux remercier Rhea Ripley parce que sans elle, tu n'aurais jamais été dans un main event de ta putain de carrière. Rhea Ripley dans le main event. C'est une star, elle est chez elle en Australie. Et je vais évacuer la chose tout de suite. Le passage le plus divertissant du match, le meilleur moment du match, c'est l'entrée de Rhea Ripley. L'entrée de Rhea Ripley, c'était... Chez elle, c'était une dinguerie sans nom. Une dinguerie sans nom. J'ai adoré son entrée. Quand je la vois arriver encore une fois, je vois une star. Je pop au même titre que je pop quand je vois Orton arriver, quand je vois Roman Reigns arriver, quand je vois Cody Rhodes arriver, quand je vois toutes ces immenses stars de la compagnie arriver. Rhea Ripley fait partie d'eux. Et c'est la seule femme au monde qui, selon moi, peut objectivement prétendre à ceci sans aucune once de mensonge. Purement la réalité. Il n'y a pas une part de... Femme et homme doivent être équitables. Et du coup, voilà, je mets Rhea Ripley au même titre que... Non. Objectivement, Rhea Ripley est une putain de star. Et je suis hyper admiratif de son travail pour être arrivé là, dans un monde qui, de base, est surtout rempli d'hommes. Majoritairement d'hommes. C'est un sport d'hommes à la base. Et les femmes se sont battues pour avoir cette place. Et maintenant, l'une d'entre elles, Rhea Ripley, est une putain de star. Et obtient le main event parce qu'elle le mérite et parce que, quelque part, c'est le match que beaucoup de gens attendaient. Et c'est le match de catch le plus classique de la putain de carte. Un face fort,
un heel fort dans un match 1 versus 1 dans un main event. C'est un match classique, c'est le match qui ressemble le plus à un match de main event, quelque part. Et le match n'est pas un match 5 étoiles, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est sincèrement un bon match de catch. C'est un très bon match de catch. Et Nia Jax a peut-être fait l'un de ses meilleurs matchs de sa carrière, parce qu'elle a combattu comme une heel agressive et avait énormément de hits puisqu'elle pétait la gueule à Rhea Ripley, la catcheuse over en Australie. Et les comebacks de Rhea Ripley chez elle étaient fantastiques. La foule se soulevait pour Rhea Ripley. Et on savait un peu à quoi s'attendre. Nia Jax allait bully son adversaire, allait bully son poids pour écraser Rhea Ripley. Et Rhea Ripley a un peu élevé son game, a fait des offenses qu'on n'a pas l'habitude de la voir faire. Et vas-y, elle a fait des Hurricane Rana, elle a fait des sortes de super kicks un peu chelous. Elle a fait des prises beaucoup plus agiles, elle a combattu un peu plus comme une babyface face à Nia Jax. Des spots un peu plus spectaculaires, et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ce match était unique, c'était l'une des rares fois où Rhea Ripley était dans l'écriture, dans le booking, la face du programme. Donc là, elle a pu se permettre chez elle de faire le show, de sortir le grand jeu, et elle l'a fait pour qu'on arrive au final sur une épreuve de force où Ripley va d'une part kick out d'un splash à travers la table de Nia Jax, suivi de son finisher où elle écrase son adversaire avec la troisième corde. Bref, elle a résisté à ça. Rhea Ripley va enchaîner par une série de moves lunaires et faire son Riptide sur Nia Jax, son finisher. Encore une fois, elle arrive à soulever Nia Jax. Elle est tellement forte Rhea Ripley, c'est abusé qu'elle arrive à soulever Nia Jax tranquillou. Elle la soulève, fait son finisher pour la victoire. 1, 2, 3. Fin du match, 15 minutes, pas plus, c'est exactement ce qu'il faut pas que Nia Jax dure plus dans un match. Nia Jax a eu la bonne durée, elle a fait une bonne performance, encore une fois. Quand elle est mise face au meilleur et quand elle n'est pas en train de faire une promo, Nia Jax peut faire de bonnes choses sur le ring. Et quand elle blesse pas ses adversaires aussi, il y a beaucoup de et de si, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, c'est arrivé. Rhea Ripley célèbre, elle est toujours championne, évidemment c'est la bonne décision, c'est elle qu'on va voir affronter Becky Lynch à WrestleMania. S'il n'y a pas tout ce truc avec Cody et le Rock, si le Rock n'est pas dans la nuit 1 de WrestleMania, et si le programme entre Becky Lynch et Rhea Ripley est hyper intéressant, je pense sincèrement que la compagnie peut foutre ses femmes dans le main event de la nuit 1. Parce que je sais très bien de quoi est capable Becky Lynch, je sais particulièrement de quoi est capable Rhea Ripley, je sais que les deux femmes peuvent être extrêmement over. Je me rappelle du match entre Ripley et Charlotte Flair l'an dernier à WrestleMania qui était l'un des meilleurs matchs de catch de l'année, dans le top 3 des meilleurs catchs de l'année, toutes compagnies confondues. Sincèrement, je le pense encore une fois vraiment. Donc, il faut y songer. Rhea Ripley est une star, sa célébration est superbe avec sa famille à ses côtés, à la fin c'est hyper émouvant. Je suis hyper admiratif d'elle. Encore une fois. Je pense sincèrement que dans 5-10 ans, Rhea Ripley elle quittera le monde du catch pour aller à Hollywood. Hein. Sincèrement, elle va aller à Hollywood, Rhea Ripley. Elle a tout, elle a le full package. Qu'elle prenne encore un peu d'expérience. Elle est putain de jeune en plus. Je crois qu'elle a 25 ou 26 ans, je crois. Peut-être un peu plus, mais c'est admiratif. Complètement admiratif d'elle. Bref. C'était Elimination Chamber 2024, un show certes prévisible, mais qui encore une fois eu un chemin pour arriver au côté prévisible, imprévisible. Le Chamber masculin en est l'illustration parfaite, mais c'est aussi un show qui a dévoilé les lacunes de la fédération WWE, à savoir une division féminine où on manque cruellement de heel over, et j'appuie sur le côté over, et une division par équipe masculine où manque cruellement d'équipe face over. Donc il y a du boulot à faire, il y a beaucoup de boulot à faire, mais par contre ce qui est sûr c'est que les main eventers, les gros noms sont over et sont hyper intéressants. Et c'est le plus important dans une compagnie de catch, c'est que les gros noms, les main eventers, les stars soient hyper bien construits, hyper bien bookés. Maintenant il y a plus de travail à faire sur la mid-card pour rendre la mid-card plus intéressante qu'elle ne l'est actuellement. Mais voilà, c'est le bilan qu'on peut porter. La route pour WrestleMania est maintenant officielle et j'ai hâte de voir cette multitude de programmes jusqu'à début avril, pour un WrestleMania qui s'annonce dantesque, effectivement. C'était Kozak, dites-moi ce que vous avez pensé du show dans les commentaires, quel était votre match préféré, le match que vous avez le moins aimé, bref, argumentez, j'aime vraiment vous lire et répondre avec vous et débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire, prenez soin de vous, bande de fans de catch.